Dans les conférences de presse, les entraîneurs sont souvent questionnés sur cette question. Et en général, ils n'y connaissent finalement pas grand-chose. Écoutez cette semaine, Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, qui nous fait une réponse avec plein de bon sens et direct. On y va. Ce que je n'aime pas dans la vie, c'est que pour une chose très sérieuse, l'opinion d'un manager soit importante. Je ne comprends pas, mais vraiment pas. Si je vous le demande, vous êtes exactement comme moi. Ce que disent les gens célèbres, ce n'est pas important. On doit parler de ces choses de la bonne façon. Les gens qui ne savent pas de quoi il s'agit, comme moi, ne doivent pas en parler. Les gens compétents en parleront. Ils diront aux autres de faire ceci ou cela, et tout ira bien. Ou pas d'ailleurs. Pas les entraîneurs de football, la politique, le coronavirus. Pourquoi me demander ? Je porte une casquette de baseball et je suis mal rasé. Je suis aussi inquiet que vous, peut-être moins. Je ne sais pas à quel point vous l'êtes. Mon opinion n'est pas importante. Je vis sur cette planète. Je veux juste que cette planète soit sûre et saine. Je souhaite le meilleur aux gens, mais mon opinion sur le coronavirus n'est pas importante. Si on nous dit de jouer, alors on jouera au football car des gens intelligents nous l'auront dit. Je ne vais pas prendre cette décision. Et à la fin de cette conférence de presse, Jürgen Klopp nous a dit si vous voulez un vrai spécialiste, il faut joindre le docteur Patrick Pelloux. Patrick Pelloux est dans la place. Bonsoir Patrick, êtes-vous là ? Yes. Ah, il est là. Bonsoir docteur. Bonsoir. Patrick, pour vous présenter sommairement Patrick Pelloux dans une émission de sport, c'est pas assez. Improbable. Une émission sur la charcuterie, c'est possible, mais c'est sur le sport. Non, j'adore. Mais on a besoin de vous, on a besoin de vos lanternes. On va revenir sur quelques déclarations comme ça, ci et là. Vous avez eu Jürgen Klopp qui se montre incompétent pour parler de ce problème de pandémie. On a un chroniqueur, ancien joueur de foot, Olivier Rouillet, qui comprend pas la psychose autour du coronavirus et qui compare donc le coronavirus à la grippe saisonnière, qui est plus mortel. On va l'écouter, c'était mardi dans l'équipe du soir, écoutez-le. Pourquoi un mec qui a la grippe, qui fait énormément de morts dans le monde, pourquoi lui on l'autorise à aller avec les supporters en Écosse ? Il a la grippe qui est dangereuse, qui peut la transmettre à des milliers de gens et qui peuvent en mourir. Donc première question, la grippe fait plus de morts en France que le coronavirus, donc la grippe est moins dangereuse que le coronavirus. Le coronavirus, statistiquement, est un peu plus dangereux que la grippe, parce que le coronavirus, il tue à peu près dans 2,3%. Bon, voilà. Et la grippe, il a assez raison. C'est 0,1 ? Non, c'est pas 0,1, c'est un petit peu plus, mais il a assez raison. C'est la grippe saisonnière, c'est à chaque année en France. Les meilleures saisons, c'est 8 000 morts. Les saisons les pires, c'est 10 13 000 morts. Donc, ça tue. Là, si vous voulez, le problème, c'est qu'on est vraiment, notamment avec la mondialisation, on est avec les caméras en direct, live, c'est une première, sur le début d'une pandémie. Je suis convaincu, comme un certain nombre d'infectiologues, qu'il y a déjà eu des coronavirus qui ont couru à travers la planète. Mais voilà, on n'en parlait pas, on n'avait pas les systèmes d'information et tout. Là, on est en direct sur un phénomène. Si on n'avait pas dit que c'était le coronavirus, on aurait dit, tiens, vous avez attrapé une mauvaise grippe, etc., etc., etc. Là, on sait que c'est le coronavirus, donc on a identifié par les progrès scientifiques. Mercredi dernier, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, Édouard Philippe, répondait à l'une des questions d'un de nos confrères d'Europe 1. Regardez, écoutez cette séquence. Bonjour Adrien Beck, Europe 1. Est-ce qu'il vous semble possible que la France n'atteigne jamais le stade 3 ? Cela me semble peu probable, malheureusement. Donc le stade 3... On y est. Ah, on y est là ? Oui, on y est. Bon, ils l'ont pas déclaré, mais on y est en gros. On y est pour quelle raison ? C'est quoi le stade 3 ? Le stade 3, c'est en fait, si vous voulez, les stades, c'est en fonction du début de l'épidémie. Ouais. En fait, là, c'est une courbe, vous voyez, on a commencé comme ça, puis là, la courbe, on est sur la courbe ascendante, c'est-à-dire qu'on est en train de monter. D'autre part, vous avez des foyers un petit peu partout, en fait, en France, qui arrivent. J'étais en communication cet après-midi avec les collègues qui sont dans les différents hôpitaux en France. En fait, le virus arrive un petit peu partout. On va être encore obligé de changer le fusil d'épaule. C'est un petit peu comme la stratégie qu'il y a quand vous faites un match, d'accord, en fonction d'évolution
on change la stratégie. On va encore changer la stratégie. C'est-à-dire Giroud, que là, il changeait jamais de stratégie, donc quel que soit le résultat et la manière dont ça se passait. ouais, mais il gagnait. Et ça c'est intéressant. C'est bien, Dr Pelot, de s'appuyer sur le président. Ouais, c'est très bien. Ça va vous éviter un carton rouge. Et donc le truc, c'est qu'en fait, on arrive, on va encore changer les choses. C'est-à-dire jusqu'à présent, ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça, et je comprends le fait que l'annulation, notamment du semi-marathon, que je devais courir, très mal, mais que je devais courir, le truc a un peu perturbé les sportifs. Mais on ne pouvait pas faire autrement parce qu'on a essayé de freiner le fait que l'épidémie se développe. En fait, on a freiné comme on a pu, on a freiné. Maintenant, ça y est, elle est là, elle est présente, donc ça ne sert plus à rien de la freiner. On change notre fusil d'épaule, donc c'est là où on va arriver au stade 3, en se disant, voilà, les malades, dans 80% des cas, qui auront un petit syndrome grippal, une petite grippe, un nez qui coule, qui seront un peu fatigués, etc., ils resteront chez eux. D'accord ? Oui. On ne prélève plus ce qu'on faisait il y a 15 jours. Le moindre problème et tout, on faisait des prélèvements pour savoir, c'était pour contenir le plus possible l'épidémie. Maintenant, c'est trop tard. Trop tard et on ne va pas prélever tout le monde. D'autre part, je le dis, parce que c'est souvent une question, les gens appellent le SAMU, maintenant il faut commencer à songer à arrêter le SAMU pour un oui, pour un non, parce que là on est débordé. C'était de nous dire, voilà, j'ai croisé un Italien, un Chinois, bon on a eu des histoires rocambolesques, peu importe, et nous on les prélevait pour limiter le truc. Maintenant ça ne sert plus à rien, parce que le virus est là, et d'autre part il suffirait que je vous prélève à l'instant T0, vous n'avez pas le virus, mais rien ne dit que parce qu'on ne va pas vous isoler, à H24, H48 heures, etc., pouf, vous n'ayez pas le virus. Docteur, le stade 3, pour nous, chroniqueurs, observateurs du sport, c'est des matchs à huis clos. Est-ce que c'est exact ? Est-ce qu'on va basculer là, des matchs à huis clos ? Alors, pas forcément, ça dépend des mesures du préfet. En fait, ça dépend du préfet. Région par région. Enfin, voilà, région par région, ça dépend du préfet, etc. Au point où on en est. Alors, il y a vraiment, à mon avis, il y a deux choses. Il y a les lieux confinés qui sont dans des salles closes, etc., où il faut se poser des questions. Mais en même temps, il n'y a pas de raison d'arrêter le théâtre, le cinéma, les réunions. C'est clos pourtant. Voilà, c'est clos. Mais en fait, les gens qui sont déjà malades ou qui vont l'être, en fait, ils vont se transmettre de toute façon le virus, puisque nous sommes dans une phase où l'épidémie est là. Propagation active. Voilà. Pour ce qui est des matchs, etc., qui sont dans des atmosphères aérées, etc., il n'y a pas, là encore, il faudra réfléchir, mais il n'y a pas de raison maintenant, vu que l'épidémie est là, de répondre un peu plus. En fait, les pouvoirs publics essayent encore de contenir, ce que je comprends tout à fait politiquement, ils essayent de contenir le plus possible l'épidémie en limitant les regroupements ou ce qui développe le virus, notamment, c'est ce que vous évoquiez au début d'émission, les présences dans les écoles. Alors attention, parce que là, ça va avoir d'autres conséquences. Les autres conséquences sont redoutables. Parce qu'en fait, si vous dites aux enfants de ne plus aller à l'école, qui va les garder ? Si vous fermez les écoles, vous fermez les crèches, qui va garder les mômes ? Les parents. Les parents. Si les parents travaillent à l'hôpital, ils ne vont pas travailler à l'hôpital. Et qui soigne les malades à l'hôpital ? Eh bien là, il faut faire très attention. Moi, j'engage le gouvernement à faire très attention, à ne pas déstabiliser non seulement toute la société, mais tout le pays, en faisant tout va devenir coronavirus. J'avais une réunion cet après-midi passionnante avec beaucoup de médecins et de professeurs de la PHP pour réfléchir justement à cette organisation. Et le public. Ouais, voilà, l'assistance publique, les hôpitaux de Paris, l'assistance publique hôpitaux de Paris. On s'est dit, il ne faut pas que maintenant, vous ayez le côté bankable de la médecine, c'est-à-dire tu as le coronavirus. Tu as le coronavirus, je te prends en charge, c'est génial, tu as business class. Par contre, tu fais l'infarctus ou tu es renversé avec ton scooter, t'attendras, on n'a pas de place. Non, on doit soigner tout le monde. Okay. En fonction des priorités, et c'est là où en fait on change notre fusil d'épaule. Avez-vous des questions à poser, peut-être par rapport à l'actualité sportive ? Non, mais pas par... Le coronavirus ne prend pas le métro ? Si. Mais le métro continue, les transports en commun continuent comme si de rien n'était. Alors, est-ce que vous savez... Moi, c'est bizarre qu'on focalise sur les huis clos, sur les stades. Sur les huis clos et sur les stades, alors qu'un endroit confiné, le métro est un endroit confiné. À 7 h du matin, il n'y a pas plus confiné au monde que le métro. C'est exactement ce que je vous disais, là, en fait. Et ce qui a probablement empêché le développement de la grippe saisonnière cette année,
ce sont les grèves dans les transports. D'accord ? Ça a du bon. Si, ça a du bon quand même. Ça a limité, d'accord, les grèves dans les transports. Donc d'un coup, voilà, c'est quelque chose. Alors on a plein de questions là-dessus. Pourquoi les enfants ne sont pas touchés ? Les enfants chopent le virus, ne développent pas la maladie. Probablement parce qu'ils ont un système immunitaire au-dessus de nous. Pourquoi le virus va chez des personnes sans les rendre malades, et puis ce qu'on appelle les porteurs sains, et puis ils vont contaminer d'autres. C'est des tas de questions. Là, il faut juste se rendre à l'évidence que de toute façon, nous sommes avec une épidémie, en effet, qui ne sera pas forcément plus grave que la grippe saisonnière, mais voilà, on essaye de contenir les choses. Quelques images d'actualité comme ça à vous faire commenter. Hier, à Geoffroy Guichard, les Verts se sont qualifiés, d'accord, finale de la Coupe de France, génial. Regardez à la fin. Là, on est dans le confinement. Là, on est dans un. Vous, le médecin, vous avez un regard amusé, inquiet, du recul. On ne dira jamais assez de bien de ceux qui font du sport. Pourquoi ? Parce que quand vous faites du sport, vous développez votre système immunitaire. Les supporters font pas tous du sport. Je suis pas sûr. Je pense que quand même, les gars, ils aiment bien aller faire du footing et ressembler aux héros des stades. D'accord ? Donc d'un coup, tout ce qui va développer le sport développe l'immunité. Et tout ce qui développe l'immunité vous permet de mieux vous battre face à une infection. Donc moi, écoutez... à l'heure actuelle, vu le stade de l'épidémie, dans cette foule qu'on vient de voir, il y a forcément le coronavirus. Oui. Combien il y a de gens qui vont être malades et gravement malades, je suis incapable de vous le dire. Je peux poser Sébastien, bien sûr. Question bête, volontairement. Pourquoi essaye-t-on de limiter la propagation de ce virus ? Et pourquoi n'essaye-t-on pas, tous les ans, de limiter la propagation de la grippe? Alors on essaye de limiter chaque année la progression de la grippe. Oui, vous m'accorderez pas ainsi. Alors, pas autant. Pourquoi ? Parce que d'un coup, alors on pourrait imaginer que chaque année, au moment où arrive le virus de la grippe, vous bloquez le pays. Là, il faut juste qu'on soit tous d'accord sur le fait que la France deviendrait un pays pauvre de chez pauvre avec plus rien. On est d'accord. Donc, là, l'enjeu qu'il y a, il faut que les pouvoirs publics se rendent compte qu'on ne peut pas déstabiliser la nation, le pays, la République parce qu'il y a un virus. Mais donc, ma question, vous comprenez bien ce qu'il y a derrière ma question ? C'est l'équipe qui perd. Hein. Oui, mais vous comprenez bien ce qu'il y a derrière ma question. Oui. Pourquoi tout ça ? Alors, parce que le virus de la grippe saisonnière, la stratégie est différente. Nous avons le vaccin. Manque de bol, les Français n'aiment pas se vacciner. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait quelque chose d'intelligent. On a autorisé les pharmaciens à se vacciner. Parce qu'en fait, les pharmacies, c'est un des lieux privilégiés des Françaises et des Français pour aller se faire soigner. Et on a dit aux pharmaciens, vous vaccinez. Ça marche. On a augmenté, il y a des régions, on a augmenté de 70% les personnes qui se sont vaccinées. Donc on sait le combattre. Il y a des années, la grippe tue énormément. 10 000, 13 000 personnes, c'est des foyers, etc. Voilà. Il y a d'autres années, c'est un peu moins fort. Et en effet, d'un coup, quand on évite le rassemblement des gens, on sait que le virus va moins se développer. Mais le virus va quand même se développer. Ce qui est intéressant de savoir, c'est comment ça va s'arrêter. C'est ça la question. Parce qu'on ne va pas vivre tout le temps avec le coronavirus. Ça va s'arrêter, comme toute l'épidémie. Mais en même temps, ce dont on a peur là, c'est en fait les peurs ancestrales de la grande peste. Et comment ça va s'arrêter ? Ça vient de l'étranger aussi, non ? Non. Vous croyez pas ? Non. De toute façon, les virus voyagent, ils sont là, la mondialisés. La région, le marché, ils sont mondialisés. Avec des chauves-souris. Vous ne croyez pas que les gens sont effrayés pour ça aussi ? Non. Ils sont effrayés parce que c'est la maladie. Il y a un système médiatique autour de le virus de la grippe saisonnière, il vient des oiseaux. Ouais. Vous voyez, donc on est toujours, on a toujours ça. Non, comment ça va s'arrêter ? C'est quand le virus aura contacté plein de gens. Nous tous autour de cette table, il y en a qui vont l'avoir, d'accord ? Faut espérer pas grave, faut espérer que ça passe juste, d'accord ? Et une fois que le virus aura fait le tour d'un maximum de la population, il va s'arrêter. Ou alors, parce que nous allons vers les beaux jours, le virus n'aime pas la chaleur, et il faut espérer qu'il n'aime vraiment pas la chaleur, on va avoir la température qui remonte, et il va s'arrêter. Quand vous dites qu'il faut espérer qu'il n'aime pas la chaleur, on n'en est pas sûr. Ben parce qu'il faut mettre des bémols, parce que écoutez, moi je suis pas devin et j'ai pas la science infuse. On avance au cas par cas, etc. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce qu'on
connaît actuellement en Italie, on a peu de chances de le connaître en France. Parce qu'en Italie, vous avez un système qui a été totalement désorganisé par la politique de Berlusconi, qui avait cassé les services publics, cassé la santé publique, etc. Et là, ils sont en train d'imploser. Ils implosent tellement que j'ai appris ça cet après-midi. Nos collègues italiens ont demandé aux médecins italiens qui travaillent en France de revenir aider en Italie, tellement ils sont débordés. Mais là, on vient d'apprendre que donc, des écoles allaient être fermées pendant 15 jours dans plusieurs régions, vous l'avez dit. Hein. Oise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on essaye de faire une barrière, on appelle ça une barrière sanitaire. C'est-à-dire qu'en fait, on arrête... Oui, mais donc on est encore dans la phase 2 aux yeux des pouvoirs publics. Non, on rentre dans la phase 3. Non, c'est la phase 3. On va arrêter les écoles, on va essayer d'arrêter le plus... Mais alors, le problème, c'est que vous arrêtez la vie économique. Oui. Donc d'un coup, et ce qui donne du sens à mon propos, ça a été la réunion des grands économistes de ce monde qui ont dit mais là, on va à vraiment une crise mondiale et économique mondiale parce que on a eu ces théories, notamment certains préfets ont dit bon bah très bien, on laisse la population chez elle. Ils sortent plus. Mais comment ils mangent ? Et qui fait les courses ? Comment ils boivent, comment ils vont chercher des produits de consommation courante. C'est très compliqué. Donc d'un coup, là, c'est là où on a besoin d'un arbitrage politique. Si le politique dit on ferme les écoles, etc., on ferme les écoles, c'est là où on va avoir un sens civique. On peut discuter entre nous, mais à partir du moment où le chef, c'est lui, c'est comme ça, c'est discutable, etc., mais c'est lui le chef, il dit on ferme les écoles, et voir ce que ça va donner. Plus terre à terre, je reviens à des petites choses qu'on a vues lors du dernier week-end sportif. Ça a été mis, en général, un match commence, il y a un protocole, les deux équipes se saluent et se serrent la main. On a vu ça et on a découvert ça dimanche soir dans le derby, lors de la 27e journée. Les joueurs se passent sans se serrer la main. Certains chroniqueurs de l'équipe du soir ont dit, comme un peu artificiel. Je ne vais pas vous demander de commenter ça, mais sur les poignées de main, il faut éviter de se serrer la louche ou pas ? En fait, là, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'ils vont faire du sport ensemble, ils vont avoir une hyperventilation, donc ils vont se postillonner les uns sur les autres, donc il faudrait les faire courir avec des masques, c'est impossible. D'accord, okay. C'est juste que, vous le savez, et c'est un honneur pour moi de venir à votre émission, mais vous êtes des symboles. Donc d'un coup... Vous parlez à des gens qui ne vont pas forcément s'intéresser aux problèmes de santé. C'est pour ça que je vous remercie de m'avoir invité. Parce que d'un coup, de voir ces gens qui ont des fans, qui sont des stars du foot et tout, et qui ne vont pas serrer la main, d'un coup, ça va éviter de transmettre. Alors peut-être pas beaucoup, peut-être des dizaines de milliers, peut-être 20 000, mais c'est toujours ça qu'on évite sur la contamination. D'accord. Guiraud, question. Oui, je ne veux pas dire je travaille, je m'amuse dans l'école de football d'Auxerre, 300 gamins par paquet de 20, avec des éducateurs, etc. On continue ou on arrête ? Ah, vous continuez ? On continue. Alors vous continuez d'autant plus que les enfants, en fait... On va enregistrer, oui, mais ça va m'aider. Mais bien sûr, mais parce que vous continuez, parce que d'abord le sport... c'est l'un des trucs qui permet de développer l'immunité et qui est quand même quelque chose qui permet d'être en bonne santé. D'accord ? Donc ça, c'est le premièrement. Deuxièmement, vous n'avez pas... les gamins ne sont jamais malades. Sur le coronavirus, il y a eu quelques rares cas, d'accord ? Mais sinon, ça va. Et en plus, ils jouent en plein air. Donc voilà, mais de toute façon, le virus est là. Le virus est là, donc d'un coup, de limiter en disant il n'y a plus de sport, il n'y a plus d'école, etc. Quelque part, je comprends si ça intéresse tout un territoire, mais d'arrêter de manière sporadique tel ou tel truc, ça sert, en gros, ça sert à rien. C'est exactement comme, juste pour terminer, c'est comme le port du masque, en fait, ou des gens qui appellent le SAMU en disant je veux être dépisté. En fait, ça sert à rien parce que à T0, à l'instant où vous êtes prélevé, vous n'aurez peut-être pas le virus. Puis si vous n'êtes pas dans une combinaison comme on porte nous pour soigner les malades atteints de coronavirus, si vous n'avez pas cette combinaison et que vous l'enlevez, il suffit que vous sortiez dans la rue. Pof, vous allez choper le coronavirus. Voilà. Question de Bob Tari. En fait, moi, je suis assez stupéfait du manque d'information et du fait qu'on n'arrive pas à bien sensibiliser les gens. Parce que, dimanche, je suis parti pour un voyage professionnel au Kenya, je suis parti dimanche soir. Et donc, c'était le début d'une information qui était vraiment très spécifique sur le coronavirus. Et donc, de l'extérieur,
Donc du Kenya, je regardais un petit peu ce qui se passait. Donc quand je suis arrivé au Kenya, on m'a pris la température au Kenya. Et donc j'ai fait un vol intérieur au Kenya, on m'a repris la température. Et quand je suis arrivé dans un tout petit aéroport, il y avait une table où il n'y avait que des gels. Et il y avait obligation de tous les passagers de se désinfecter les mains. Donc moi, de l'extérieur, quand je suis revenu, je voyais les infos. Je me disais, en France, ça augmente. Là. Je suis arrivé ce matin à 6h du matin à Roissy. Pas de gel, pas d'infos. Les gens ils sont relax, ils se serrent la main, ils se claquent la bise. Aucune info, les douaniers, ils font leur taf, mais sans plus. Je suis passé comme si de rien n'était, alors que Roissy-Charles de Gaulle, c'est un des plus gros hubs de l'Europe. Et en fait, il n'y avait pas d'infos. Et il y a un brassage de communautés et de personnes dans cet aéroport-là qui peut être aussi un sacré foyer. Et ce matin, il n'y avait rien. Attendez-vous à être contrôlé lors de votre prochain voyage. Répondez, Patrick Pelot. Vous allez être contrôlé toutes les heures. Non, alors, c'est spectaculaire. D'ailleurs, ça vous a impressionné. Ouais. D'accord. Mais hélas, ce n'est que spectaculaire. Ce qui a été voulu en France, c'est qu'en fait, ça devienne banal et généralisé. C'est pour ça que vous avez... alors, on dit le gel, évidemment, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le ministre des Finances a encadré la vente du gel, parce que le gel était maintenant vendu au prix du caviar, d'accord. Donc, n'importe quoi. 15 euros, le 2 euros. Voilà. Donc là, d'un coup, ils ont encadré ça. J'arrive sur votre plateau, il y a du gel à l'accueil, etc. On en a partout. Donc, en fait, la politique a été de faire ça. Entre parenthèses, si vous lavez les mains à l'eau et au savon toutes les heures, c'est exactement la même chose. Le bon savon de Marseille, c'est exactement la même chose que le gel, d'accord. Bon, simplement, en effet, nous avons un peuple qui se lave pas les mains, puis vous avez qu'à aller dans les bars, les restaurants, etc. Vous voyez l'état des chiottes, vous vous dites, d'accord, on a des progrès à faire. Bon, mais ça, vous arrivez sur un truc spectaculaire. La température. Alors, la température à l'instant T, d'accord, vous arrivez, vous prenez la température, en fait, c'est une fausse assurance. C'est-à-dire, quand il y a eu le SRAS, qui était une épidémie qui a eu lieu il y a quelques années, en fait, on avait mis même des caméras thermiques, en fait. Et en fait, ça ne rimait à rien. Parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de fièvre, qui sonnaient rouge. Il y en avait qui avaient de la fièvre, ça ne sonnait pas, etc. En fait, c'est une fausse assurance. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les personnes qui ont des symptomatologies un peu malades, à partir des avions, ils sont signalés. Et quand ils arrivent à l'aéroport, ils sont emmenés et en fait, on vise les malades. Et en fait, la phase 3, ça va être ça. On va viser les malades pour éviter qu'ils s'aggravent. Les gens qui n'ont pas grand-chose, ça ne sert à rien de cibler tout le monde, en fait. Docteur Pelot, on va marquer une pause. On va se retrouver un petit peu plus tard, là, dans 4 ou 5 minutes. D'accord. Si vous avez des questions, chers téléspectateurs, le docteur est en consultation. Voilà. On ira faire un tour du côté d'Abu Dhabi, où Arnaud Desmar est confiné dans sa chambre d'hôtel. Toutes les interviews d'avant-match, Pierre Niguet a retrouvé Christophe Jallet. On y va. Oui, Christophe Jallet qui nous fait l'amitié d'être avec nous, mon cher Olivier, dans cet avant-match. Christophe, on parle un petit mot avant de parler du match, du contexte. On parle énormément en plateau du coronavirus. Quelles ont été les mesures prises au club pour lutter un petit peu contre ce fléau? Les mêmes que tout le monde, éviter les contacts rapprochés, bien se laver les mains, tousser dans son coude. On fait pas plus que le reste de la planète finalement. On essaie de limiter la propagation au maximum en apportant chacun un petit geste au quotidien. Le protocole d'avant-match a également été modifié. Vous trouvez que c'est une bonne solution? Ça change quelque chose quand on est joueur? Je sais pas si ça change quelque chose. On va être en contact pendant 90 minutes derrière. Donc bon, voilà. Après, ça limite encore une fois. Donc ça sera déjà un petit pas de plus. Même si évidemment les contacts après, on va pas les oublier parce que sinon on risque pas de gagner ce soir. Justement, il y a match ce soir, Christophe. Vous êtes dans une situation compliquée en championnat, 19e. Vous affrontez le 2e du championnat. Quels sont les motifs d'espoir ce soir pour votre club pour battre ici au Vélodrome cette équipe de l'OM? Il y en a quand même pas mal parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a joué une grosse cylindrée du championnat, on a su répondre présent. Donc ça sera à nous de mettre beaucoup d'intensité, d'abnégation, d'entraide, de sens du sacrifice et du collectif pour rivaliser avec une très belle équipe de Marseille qui fait un super championnat et qui a pas une deuxième place qui est galvaudée. Donc voilà, on sait que ça sera un match très compliqué pour nous, mais on a su le faire à Lyon, on l'a fait ailleurs aussi, notamment contre Paris à domicile. Donc on a les armes pour les embêter et j'espère qu'on fera mieux que ça, même en venant gagnant ici pour essayer de prendre des points. Merci Christophe d'être avec nous, bon courage pour l'opération maintien. Merci. Merci Pierre, merci Christophe Jallet. Nous sommes en direct avec Patrick Pelot, le médecin urgentiste. Si vous avez des questions à poser à Patrick via le compte Twitter de l'équipe du soir,
C'est maintenant, mes petits. Est-ce qu'il y en a ou pas? On peut les afficher. Il est médecin, Daniel Balavoine. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Ouais, mais bien. Avant l'accident. Est-ce que l'euro peut être annulé à cause du coronavirus? Les dates de l'euro, 12 juin, 12 juillet. Ça m'étonnerait parce qu'il fera chaud, on sera à la période de l'été, ça m'étonnerait. Là, ça va falloir voir comment le coronavirus va jouer la chaleur, mais ça m'étonnerait. Dans l'actualité également, le tour de la destination. Dimanche, la France se déplace en Écosse. Pour l'heure, la France est invaincue. Il y a eu un... Je ne sais pas, ou si Serge Chimon nous a rassurés ou pas, vice-président de la Fédération française, qui médecin dit ceci, aussi, et médecin aussi de son État, en contact permanent avec Madame la ministre, nous pouvons garantir qu'il n'est pas question pour l'instant d'interdiction faite aux supporters français de se rendre à Édimbourg. Tout ce soutien du 15 de France. Le déplacement des supporters, on a fait des débats là-dessus, non, pas de... Non, c'est toujours pareil. Trop tard. Mais c'est trop tard. En gros, c'est trop tard. Ce qu'il faut tuer pas. Le virus à coup de whisky, non? Non? À qui le dis-tu? Ça y est, les deux sont copains. Ça y est, les deux sont copains. Non, mais sans rire, si vous voulez, à moins d'envoyer quelqu'un qui serait malade, qui tousse, qui crache le virus, etc. Donc voilà, il ne fera pas le voyage. Après, il peut y avoir des porteurs sains parmi, évidemment, et il y en a probablement, mais ça ne fera rien du tout que vu que l'épidémie est maintenant mondiale et c'est quasiment annoncé par l'OMS. Ok, fin du diagnostic avec vous. Merci. Restez avec nous, puisque Arnaud Desmar fait l'actualité, puisque Arnaud Desmar et ses coéquipiers donc, de la formation Groupama FDJ sont bloqués à Abu Dhabi pour cause de coronavirus. 11 de ses coéquipiers sont confinés à l'hôtel depuis 8 jours, suite à l'annulation de la course des Tours des Émirats Arabes Unis. Mathieu Mest, notre producteur, a contacté Arnaud Desmar dans la journée. Vous allez le voir, le vainqueur de Milan-San Remo 2007 lui a ouvert un petit peu les portes via une vidéo qu'il lui a envoyée. Desmar bloqué dans sa chambre de son hôtel. On va regarder, voir un petit peu son quotidien, sa routine. C'est un document, l'équipe du soir. On y va. Bonjour à tous, c'est Arnaud Desmar. Donc, je vais vous présenter la chambre que nous occupons depuis maintenant 9 jours avec Ramon Sikeldam, mon équipier. Tout d'abord, règle d'hygiène, quand on rentre, on se lave direct les mains, on enlève notre masque. Il y a quand même eu plusieurs cas dans le couloir en face, positifs, donc on essaye d'être assez rigoureux là-dessus. On a donc direct les vélos, on les voit en face. Notre outil d'entraînement et de travail qu'on a reçu depuis 3 jours. Machine à café qu'on retrouve dans la plupart des hôtels. Ramon Sikeldam. Salut. Donc voilà, un équipier qui fait partie de mon train, avec lequel on a effectué plusieurs stages en Sierra Nevada, là 17 jours. Donc maintenant on se retrouve ici, donc on essaye de penser à des choses, de se divertir, donc notamment avec des petites stories sympas sur Instagram. Donc je pense que Ramon il nous prépare un petit truc demain encore. Et voilà, on essaye de s'amuser comme ça amuse les gens et puis nous ça nous amuse aussi. Donc d'abord merci à vous pour votre soutien. On reçoit vraiment beaucoup de messages, donc ça fait plaisir, quoi. Donc ici, comme je disais, les vélos avec 2 ventilateurs, 3 ventilateurs parce qu'il fait vraiment chaud et voilà, dehors c'est pas mieux, donc voilà, on est ici, on pose les ordinateurs là, on reçoit les entraînements de nos entraîneurs et puis on applique un programme d'entraînement adapté, on va dire, à la situation. Et puis voilà, avec maintenant avec le modernisme, on peut aussi rouler en ligne avec d'autres personnes, donc c'est plutôt agréable. On a un balcon également. Ok, bon, ça à l'ombre, mais ça permet de faire sécher les vêtements. Bon, la porte grince un peu, mais voilà, ça permet de faire sécher les vêtements. Vue sur le circuit automobile d'Abu Dhabi, donc voilà, vous imaginez que régulièrement, on va dire que ça gronde dans les oreilles.
Donc voilà un petit tour de notre chambre. Il nous reste 9 jours à tenir. Et j'en profite également pour faire un bisou à ma petite femme, pour lequel aussi c'est dur de patienter comme ça sur un imprévu. On est déjà souvent parti, donc voilà, je pense à elle. Voilà, c'était le document d'Arnaud Desmar, donc il en a encore pour 9 jours. Un document, et on le remercie beaucoup de sa gentillesse. Arnaud Desmar, vous avez pu partager, découvrir un petit peu son quotidien. Et merci beaucoup. On marque une nouvelle pause. On va rebasculer sur un cas beaucoup plus important que ça. C'est le cas Thiago Silva. Et c'est utile ça, docteur? C'est utile? Là, d'être confiné? Pas trop, non, je ne sais pas pourquoi il les confine comme ça. Enfin, bon, Marc Madio, le manager de Groupama FDJ, tente de les rapatrier. On va rappelle à l'État, mais pour l'instant, bien sûr, il faut les rapatrier. Ils leur mettent des masques sur le nez, ils les mettent dans l'avion, puis ils les rentrent. C'est des nouvelles des blessés. Inventaire. On va manquer Colin Dagba, Ander Herrera, Mitch Bakker et pour Thiago Silva et Choupo, c'est trop tôt demain. Mais il fait entraînement avec nous. Mais comme je dis, c'est trop tôt pour demain. Un petit peu plus tard, relance d'un journaliste présent à la conférence de presse. Mais où en est Thiago Silva dans sa récupération? Écoutez Thomas Turel. Après hier, je suis plus optimistique parce que maintenant, il est sans douleur. C'est maintenant, je pense, 10, 11 jours. Et c'est exactement le timing pour lui. C'était possible qu'il joue peut-être 15-20 minutes demain et j'attends qu'il est avec nous dimanche et lundi. Après, on peut décider s'il est prêt ou non. Bon, Thiago Silva, c'est sûr, ne jouera pas 10 à 15 minutes demain puisque ce soir, le Paris Saint-Germain a diffusé le groupe ou a publié le groupe pour affronter Strasbourg. Thiago Silva ne figure pas dans ce groupe. Vouloir faire jouer Thiago Silva à Dortmund, est-ce que c'est de l'inconscience? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, ils étaient amis avant l'émission. Bien avant l'émission. Oui, c'est de l'inconscience pour Guillaume Dufy, non pour Sébastien Tarago. Guillaume Dufy, oui, inconscience. Oui, inconscient, on en a déjà parlé sur ce plateau lundi. Moi, je pense que pour affronter Dortmund et disputer le match le plus important de l'histoire du Paris Saint-Germain, il faut être à 100%. Donc il faut que Thiago Silva le soit, et il ne l'est pas, le pauvre. Il ne l'était déjà pas au match aller, il avait juste 45 minutes dans les jambes contre Amiens. On a vu que ça n'avait pas été glorieux, il sortait aussi de blessures. Donc oui, je trouve que le faire jouer, ce serait totalement inconscient, comme ce serait aussi inconscient de faire jouer un garçon comme Di Maria. Pour affronter les jeunes du Borussia, il faut être en forme. Ok. Non, c'est pas forcément de l'inconscience, Sébastien. Je sais pas, j'ose quand même imaginer qu'au Paris Saint-Germain, il n'y a pas que des patins-ponts qui sont au service médical. Alors, vous allez me dire, le match aller, Neymar, etc. Ok, très bien. Je sais bien que dans l'esprit de Guillaume Dufy et de beaucoup de gens qui aiment le football, Thiago Silva n'a même pas le niveau pour jouer à Concarneau. Mais je crois quand même qu'au match aller, je préfère encore avoir Thiago Silva que Paredes ou Kouassi ou je ne sais qui encore. Je pense que s'il est en état de jouer, le risque se prend et puis ça donnera un bon argument pour une défaite éventuelle du PSG à ceux qui considèrent que c'est un garçon de Concarneau. Ok, je vous ai laissé un peu parler, vous avez un peu débordé. Hein. C'est parce que j'avais du mal à enclencher, d'accord. Sébastien a disputé ce duel et il n'était pas à 100%. Compte Twitter de l'équipe du soir, il a répondu non à cette question. Si vous votez non, votez Sébastien. Si vous votez oui, votez Guillaume. Le président est là. Guiraud, Sébastien ou Guillaume, et pourquoi? Moi, c'est plutôt Guillaume, parce que, déjà, le match aller, il n'aurait pas dû le jouer. Le but, c'est un duel. C'est un attaquant qui se présente balle au pied, l'arrière central est entre le ballon et le but, il met son pied trop tard, le ballon est déjà passé, il est à peu près au fond des filets. Il avait quand même une guérison totale, mais hors de conditions. Si on peut jouer des matchs décisifs de Coupe d'Europe contre des équipes égales ou supérieures, faut respecter les règles normales, il faut avoir joué 2-3 matchs avant. Là, c'est pire. Il est encore blessé, ou il est fin de blessure à 12-15 jours. Déjà, je veux voir quelle est la blessure de l'ischio janvier. Il y a risque de rechute. Rechute d'un arrière central pendant une attaque adverse, c'est pas trop bon. Donc je suis
personnellement, moi je ne. Mais en 86, Guy, vous jouez sans Platini, je perçois l'ennui que ça fait, notamment la possibilité. En 86, vous jouez sans Platini, Guy. Comment ? En 86, vous jouez sans Platini, vous le laissez sur le banc. Michel Platini, en 86. Ben c'est parce qu'il était apte, mais il n'a pas arrêté de jouer. Il n'a pas arrêté de jouer, Platini. Oui, c'est vrai. Il avait du mal, mais il jouait. Gilles Favard, vous êtes comme Guiraud, vous appliquez juste des règles de bon sens élémentaires ou pas du tout? Le bon sens, il y a plusieurs bons sens. Déjà, on va repartir du constat de base. Ils l'ont tous les jours à l'entraînement. Ils l'ont au soin et ils l'ont à l'entraînement. Même si je pense que Tourelle, c'est un petit peu illisible ce qu'il fait. Je sais qu'au point de vue, on en discutera avec Bob, 15 jours pour ce qu'il a, mais bon, on ne sait pas exactement ce qu'il a, puisque c'est Fornox, le Paris Saint-Germain, vous ne pouvez pas rentrer, personne ne peut avoir des infos, et vous êtes obligé de subir ce qu'ils vous disent. Mais avec Thiago Silva, il faut quand même juste un petit peu arrêter quand même. Le garçon, il a joué à l'AC Milan avec 3-4 entraîneurs différents. Ici, il a joué avec Laurent Blanc, Ancelotti, Emery, bon maintenant Tourelle. Il est 90 fois ou 89 fois international avec 5 sélectionneurs différents, et c'est une pipe. Non, mais moi, on parle pas de son niveau. Moi, sur ce plateau, laisse-moi finir. Moi, je ne parle pas de son niveau. J'ai jamais parlé de son niveau. Guillaume, je parle s'il de te son plaît, état physique. on t'a écouté. Sur ce plateau, c'est une pipe. Ah bah non. Non, mais sur ce plateau, c'est une pipe. Je le dis haut et fort. Ça leur fasse pas plaisir, c'est comme ça. C'est une pipe. Alors moi, je vois bien, mais quand un type comme Tourelle nous dit qu'il hésite à le faire jouer, alors il nous dit un petit peu, il nous mène un peu en bateau. Il nous dit, je vais peut-être le faire jouer 15 minutes. Il le met même pas dans le groupe. Au bas mot, s'il est quand même un petit peu apte, il peut le mettre dans le groupe sans le faire rentrer. C'est autre chose. Donc il le met pas dans le groupe. Après, votre question. Donc effectivement, c'est toujours un risque. C'est toujours un risque. Mais bien sûr. Mais à ce moment-là, il faut jamais prendre de risque. Oui, mais là, mais j'en sais rien. On n'en sait rien. Ni vous, ni moi, on sait. Après, la question, Paris Saint-Germain. Juste et après, je laisse la parole à Bob, qui est plus compétent que moi sur ces questions-là. Mais la question, c'est qui joue à sa place? Que vous avez évidemment raison, qui risque de ne pas être à 100%, bien sûr. Mais est-ce qu'il vaut mieux Silva à 80% ou Paredes à je ne sais pas combien de pourcents? C'est ça la question, en fait. Toi, tu veux que Marquinhos reste au milieu? Non, mais moi, je veux pas voir Paredes ou Kouassi. J'adore Kouassi, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu juste pour lui. Et en plus, Kouassi, c'est pareil, il a disparu, tu comprends rien. Ce qui se passe au PSG, de toute façon, tu comprends rien. Puisqu'il prépare rien. Moi, Paredes, il avait disparu au match aller, même pas dans le groupe. On avait parlé d'une altercation, on sait pas trop. En tout cas, même pas dans le groupe. Là, il redeviendrait titulaire. Il a été mauvais la dernière fois comme un cochon. Kouassi, il est là, il est plus là. On comprend rien. Excusez-moi, c'est là où, évidemment, avec votre question, qui on met à la place de Thiago Silva, c'est là où votre réponse indirecte est intéressante. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun plan B finalement. Mais si, moi je mets Marquinhos derrière. Non, mais d'accord. Mais qui tu mets au milieu? Vous mettez, je veux bien que vous mettiez. Tu mets Paredes au milieu? Je vais pas. Non, mais je voudrais que Bob. Aucun plan B. Mais Paredes, il a combien de temps de jeu? Je voudrais que Bob donne son avis. Surtout sur l'aspect physique et puis même sur d'autres aspects. Moi, je vais juste poser une question toute bête. Quel est le club européen de très haut niveau qui a gagné la Ligue des Champions des 25 dernières années qui joue avec 4 attaquants? Je vous laisse 3 heures, je reviens. Ben voilà. Okay. Dites-moi, après vous me dites qui ont fait jouer au milieu, quel est le club qui a joué avec 4 attaquants? Gilles, je viens avec mes questions, vous venez avec vos questions. Vrai ou faux? Voilà. Mais oui. À chaque plan athlétique. C'est pas le débat du soir. À chaque tour, on a parlé de ça. Bob patiente. Bob, sur la réathlétisation, sur après une blessure, sur les choses comme ça, ce que vous voyez là, vous dites que c'est pas très sérieux, ça défie un peu la logique du sport et de la récupération? Non, je pense que c'est risqué, mais vu le contexte du club, du joueur, de l'entraîneur, du staff médical, parce que chaque entité va prendre sa part de responsabilité et au vu du contexte, on marche sur des œufs. Non, mais c'est important parce que la décision du retour de Thiago Silva, c'est pas Thiago Silva qui va la prendre, c'est Thiago Silva, le staff médical, l'entraîneur et il y a quelqu'un qui va avoir son mot à dire, c'est le directeur sportif. Tourelle vient de dire cet après-midi que le joueur voulait jouer. Voilà, le joueur veut jouer, pourquoi ? Épopée européenne, match le plus important de la saison, il est en fin de contrat bientôt. Donc des mauvaises raisons. Non, non. Par rapport, le joueur, il va mettre, il va pas avoir il va faire parler plutôt son cœur que la raison. Il n'aura pas le recul. Voilà. Le staff médical, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il prend la quantification de ce qu'est capable de faire Thiago Silva en match. En gros, il dit il est capable de faire 6, 7 km, 8 km, 9 km, dont 1000 mètres à plus de 25 km/h.
Est-ce que Thiago Silva aujourd'hui est capable de faire ça en sachant qu'en face de lui, il y a une équipe de Dortmund où ils ont un trio d'attaquants, ils vont à 10 000 à l'heure. Est-ce que Thiago Silva est apte à jouer? Si oui, combien de temps, dans quel dispositif et ainsi de suite. Mais ça, ce qui va déterminer tout ça, c'est les 3 jours qui vont venir. Pourquoi il ne l'emmène pas à jouer le match qui arrive là, le prochain? Soins, récupération, c'est surtout pour taper dedans. Pour taper dedans. C'est pour taper dedans. Si là, les 2 jours qui vont venir, il arrive à produire ce qu'il est capable de faire en match au niveau des intensités, au niveau des accélérations, des décélations, des changements de rythme, justement au niveau du renforcement musculaire, peut-être faire des tests au niveau ce qu'on appelle isocinétique pour voir la différence entre les ischios et les quadriceps, tout ça. S'il arrive à répondre ce week-end à tout ça, il jouera. Ça fera 150 minutes. Enfin, là, si tu comptes ses prestations du mois de 2020, c'est très peu, hein, parce qu'il a été blessé 3 matchs avant. Et Guillaume, Paredes, c'est combien? Un peu plus, et il n'a pas été blessé. Non, mais il n'a pas été blessé. Quasiment pas. Il n'a pas été blessé. Il joue quasiment pas, il joue 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Et quand il joue, j'avais bien aimé son automne, mais il est revenu. Très intéressant, mais il est mauvais. Tu te souviens de 2014 et du quart de finale de l'équipe de France, Allemagne-France. Mamadou Sakho qui a des problèmes musculaires et qui dit à son coach oui je veux jouer, oui je veux jouer. Je compare pas Sakho, la carrière de Sakho à celle de Thiago Silva. Au bout de 20 minutes, Sakho se pète et Deschamps fait un changement, et je pense que c'est un changement qui peut contrarier ses plans sur la suite du match. Voilà. Je trouve que tu peux pas prendre un risque pour un match aussi important que ça. Pour une blessure à l'ischio, il y a 2 choses importantes. Il y a la blessure à l'image et il y a le constat clinique. Des fois, vous allez avoir des images d'IRM où il y a vraiment une lésion. Ailleurs, il y a des lésions avec saignement ou sans saignement. Et après, il y a comment le joueur va récupérer de cette blessure, la manière clinique. Parce que des fois, vous allez avoir une image d'une lésion et le joueur ne va rien sentir. Donc, c'est toute une gestion. Ce que je voulais dire, c'est que le staff médical prendra ses responsabilités, mais en occultant ce que va dire le joueur. Parce que les joueurs de foot, ils veulent tout jouer. D'accord, ouais. Donc ils vont pas l'écouter. J'ai autre chose. Ils n'ont pas écouté Neymar. Hein. Oui, de remettre ça dans ce contexte, parce qu'avant Dortmund, on se souvient d'un match à Amiens où Thiago Silva avait été médiocre, avait raté son match. Depuis, donc, il y a eu Dortmund, où il avait également raté son match. Il joue quelques minutes, il se blesse contre Bordeaux. 17. Voilà, 17 minutes. Comment faire pour qu'il soit vraiment bon et en confiance sur un match à haute intensité? Bob l'a dit, ces 2 jours qui vont être là, ils vont lui rentrer dedans. Ils vont lui rentrer dedans. Ça, c'est sûr qu'ils vont lui dire, ils vont lui rentrer dedans. Et à partir de là, il prendra une décision. Parce que normalement, Oui, mais ça, c'est être apte, mais être bon. Est-ce qu'on peut être bon tout de suite? En occultant Thiago Silva, normalement, on devrait le faire jouer un joueur comme ça. Un défenseur central, avant de le faire jouer entre guillemets dans un grand match comme ça, il devrait jouer avec la réserve. Même ça n'existe plus. Mais c'est pour ça que je dis que ça n'existe plus. Mais c'était le meilleur test possible pour remettre en configuration. Le professionnalisme actuel, sur ce plan-là, a reculé par rapport à ce que nous faisions nous, avec les joueurs en B. Après chaque blessure, moi, ils avaient au moins un joueur en B. On va voir Marseille tout à l'heure avec Thauvin qui est dans le groupe. Thauvin, il est revenu. J'ai pas lu que Thauvin avait fait un tour en réserve. De plus, quand tu joues en réserve, tu joues contre des gens qui physiquement, parfois sont un peu plus maladroits, mais 30 dedans, et veulent se faire le professionnel et l'international. C'est un bon exercice. Oui, mais encore une fois, je pense que Silva sera-t-il à 100%? Non. Est-ce qu'il sera mauvais? J'en sais rien, peut-être. Mais eux, au Paris Saint-Germain, se disent il faut absolument qu'on fasse le maximum pour l'avoir, parce que même à 80%, il est meilleur que les autres solutions qu'on a. C'est en tout cas le constat du club. C'est en tout cas, visiblement, leur avis. Ok. Qui gagne? Est-ce que c'est Sébastien ou est-ce que c'est Guillaume? Aucune chance. Aucune chance? 69-31. Non, mais bien sûr, mais c'est pas grave. OM privé de C1. Hier, on a appris que le fair play financier menaçait l'OM d'une participation en Ligue des Champions. Ça s'appelle la chambre de jugement. Un peu le flic méchant et le flic gentil. Là, c'est plutôt le flic méchant, celle qui prend des sanctions. Qui s'occupe donc désormais du cas de l'OM, qui, je vous le rappelle, depuis 3 ans, a enregistré au total des dettes évaluées à minima à 230 millions d'euros. Communiqué du club hier soir. Cette décision n'altère en aucun cas la volonté du club et de son actionnaire de poursuivre la construction d'un OM sportivement ambitieux et économiquement pérenne. Le club a désormais enclenché la 2e phase. C'est laquelle? De son projet, qui fait de la pérennité économique et du retour à l'équilibre financier un objectif essentiel. Héros, Jacques Henry,
joue-t-il sa tête sur ces 3 prochains mois? Non? C'est pas lui qui. On est dans la deuxième phase. Quand même, il y a le patron au-dessus, non? Il y a une chose, c'est soit. lui qui les a dépensés. Soit il dit pas la vérité à son patron et l'autre, un jour, il va découvrir qu'il lui racontait que des sornettes. Et là, il va voler en éclats. Difficile quand même de. Mais tout est possible. On a tout vu dans la vie, donc tout est possible. L'autre, il est aux États-Unis, l'autre, il lui raconte la messe. Oui, Gilles, à chaque fin de saison, quand même, des 230 millions, il y a eu 78 millions. Il y a un entraîneur qui leur a expliqué, laissez-moi faire le recrutement, je vais vous le faire, vous allez prendre celui-là, vous allez lui donner ci, et puis vous allez voir, on va être en champion de ligue tous les ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est parti, ça a été le raz-de-marée, l'herbe ne repousse plus. Donc il peut lui aussi lui faire la mariée est belle. Mais un jour, il va se réveiller. Il a décidé de mettre une certaine somme, il l'a mise. Maintenant, il joue sur cette somme. Maintenant, ce que fait Hérault là, c'est quand on le connaît un petit peu sur ses autres affaires, c'est pas le style de la maison. Voilà, c'est ça qui est incompréhensible. Mais c'est le foot. Mais c'est le foot. Voilà. Mais tout à fait, je suis d'accord. Oui, pardon, mais le foot, c'est rend dingue. Mais Pourtant, ça fait tout le 50 ans que ça rend dingue, et dans 50 ans, ça rendra toujours dingue. C'est comme ça. Mais parce que et je comprends toute l'effervescence, en plus à Marseille. Enfin bref, c'est une folie. Et parfois, ils font n'importe quoi. Ils ont pas été prudents. Encore une fois, ils sont allés au casino. Ils ont pris l'argent, ils sont allés au casino. Ils ont dit, allez hop, on balance tout sur la table. Et il faut qu'on aille en Ligue des Champions. Pas de pot, raté. Et derrière, tu vas ramer pendant 2 ou 3 ans. Minimum. Mais, pardonnez-moi, mais là, sportivement, la saison de l'Olympique de Marseille... Non, mais sportivement, la saison de l'OM est réussie. Économiquement, donc, ce qui ne lui permet pas, peut-être, de disputer la Ligue des Champions. Là, à un moment, il y a des comptes qui doivent être rendus, non? Oui, la Ligue des Champions, c'est beaucoup d'argent, mais il y a une limite. Déjà, si on la gagne, il y en a plus que si on est ciré au 8e de finale. 40 millions à peu près, allez. Bon, 40 millions si on en vire... 40 ça fait millions, combien de temps qu'ils sont là? C'est même pas eu la cheville d'un bon attaquant. C'est pas décisif dans un budget. Vous dites qu'il a 200 millions de déficit. 230 Alors millions. il gagnerait la Coupe d'Europe, ça bouge pas son trou. Oui, non, ça c'est sûr. Non, Guillaume, et puis visiblement... Guillaume, sur l'avenir de Jacques-Henri, on peut pas se... Moi j'ai du mal à penser que l'Américain, le Texan, je ne sais plus où il est là... il peut être texan et américain. Américain, les deux, voilà, n'était pas forcément au courant. Je pense que Hérault, quand il dépense 1 euro, il doit quand même, c'est pas son argent, il doit lui demander. Comme l'ambition première de McCourt, c'était de se qualifier pour la Ligue des Champions tous les ans, il a dû lui dire au début qu'il va à bloc. Donc Payet, 40 millions, 50 contrats, et je sais plus quel est le salaire, 500. Combien? 500 000. Ça a baissé. Il n'y a qu'à reprendre quand ils sont arrivés en octobre 2016. La conférence de presse. Il n'y a qu'à reprendre ce qu'ils ont dit. Ils ont dit on a une enveloppe de 250 millions. Il faut qu'on soit européen dans 1 an ou le truc. Ils lui ont vendu ça aux Texans américains. Ils ont été européens, mais pas la bonne, quoi. Pas celle qui rémunère. Le problème, c'est qu'ils les ont dépensés et qu'ils sont déjà, ils y sont pas, mais qu'ils les ont dépensés un peu d'une façon un peu illogique. Qui a décidé moi, le je peux projet? vous dire. Non, mais c'est Hérault. McCourt. Hérault est quand même grandement responsable. Hérault, il est responsable. Oui, McCourt, Hérault. Quand même. Oui, McCourt, Hérault. Non, mais là, pour juste dire une chose d'Hérault, le dernier transfert qu'il y a eu de Rongier, Hérault, il était obligé d'appeler aux États-Unis pour savoir comment ça se passait. Et tu sais très bien que ça s'est fait avec un achat payable sur l'exercice prochain. Donc, déjà, pour éviter d'agrandir le trou. Mais là, il faut absolument... Parce qu'il ne voulait pas sortir un euro. Joue pas forcément sa tête sur ces 3 prochains mois. Si, forcément, mais il la joue par rapport à son bilan depuis qu'il est arrivé, il y a combien de temps maintenant? 3 ans et demi. Oui, forcément, il y a un moment. Et si jamais, parce que là, le pire, c'est quoi? C'est l'Olympique de Marseille qui serait privé de Coupe d'Europe, plus une amende. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, tu perds Villas-Boas. Enfin, je sais pas, c'est le plus grave, moi, je trouve. Ouais, mais ça, c'est à la rigueur. Oui, parce que c'est cher, Villas-Boas. Je suis désolé. Moi, encore une fois, je défends juste une thèse sur l'Olympique de Marseille, qui est inaudible, j'ai bien compris. Il faut aller en Coupe d'Europe, vendre tout ce que tu peux vendre, recruter des jeunes joueurs, prendre des tôles en Ligue des Champions, c'est pas grave, et essayer
de se requalifier en championnat. Tout sur le championnat. C'est inaudible pour les supporters, je le comprends, mais la situation est tellement grave sur le plan financier qu'il faut prendre les sous de la Ligue des Champions et puis c'est tout. Le président a demandé la parole. Bon, on n'a pas non plus devant nous les comptes du monsieur américain. Il a donné 200... J'ai pas les comptes, mais c'est pas brillant. Il a 91, quoi. Ils ont perdu 91 millions. Non, les comptes, c'est fort, le reste de l'argent. Parce que moi, quand il avait dit, bon, alors, c'est 200 millions, débrouillez-vous. 250. Ou 250, débrouillez-vous, il n'y en aura pas plus. Bon, alors, moi, je me suis dit, bon, il ne met pas assez. De toute façon, il ne met pas assez. Bon, mais j'ai dit, maintenant qu'ils n'ont pas l'air d'avoir trop peur, peut-être il en a beaucoup. Oui, mais le fair play financier, on ne le sait pas. Il a pu faire des très bonnes affaires. On ne peut pas recapitaliser. On peut pas. On n'est pas au poker. Alors, il y a le bidule financier. Mais justement, le bidule financier, ça les plombe. Le fair play financier, ça les plombe. Excusez-moi, je rappelle les règles du fair play financier à Guiraud. On n'a pas le droit, si on a des dettes, de recapitaliser, de remettre au pot. À la DNCG, on peut, mais au fair play financier, il faut que son propre modèle génère. C'est pas vrai. Parce que Bourgoin, à l'époque, il remettait tout le temps. C'est pour ça, Non, Bourgoin, il n'a jamais remis. Il nous permettait d'en gagner, c'est pas pareil. OM Amiens, début ce soir de la 28e journée. Un petit tour du côté du Vélodrome. Y retrouver Pierre Niguet pour les compos. Pierre, rebonsoir, c'est à vous. Deux équipes, même système tactique ce soir, le 4-3-3 utilisé côté amiénois. Pas de surprise dans la composition d'équipe de Lucas Elner avec évidemment Serhou Guirassy qui va conduire l'attaque amiénoise. Côté Olympique de Marseille, une petite surprise, le forfait de dernière minute du Croate Doujé Kaleta-Tchar. La conséquence directe, c'est que Boubacar Kamara redescend en charnière centrale aux côtés d'Alvaro González dans le 4-3-3 marseillais. C'est donc le Hollandais Kevin Strootman qui va évoluer en sentinelle. À ses côtés, Morgan Sanson et Valentin Rongier. L'attaque marseillaise sera évidemment conduite par un certain Dario Benedetto, auteur d'un triplé la semaine passée à Nîmes. À gauche, Dimitri Payet qui peut tenir sa place. À droite, Valère Germain. Et puis un coup d'œil sur le banc de touche, mon cher Olivier, avec un visage attendu ici à Marseille. La première apparition dans un groupe de l'OM de Florian Thauvin, une première depuis septembre dernier. Enfin, si vous êtes nostalgique, et je sais que vous l'êtes en plateau, sachez que 9 vainqueurs de la Coupe de France 1976 sont invités ce soir au Vélodrome. Cher Pierre Niguet, OM Amiens, c'est le grand écart ce soir en ouverture de la 28e journée, puisque le deuxième du classement accueille le 19e et avant-dernier. Alors l'écart au classement, cet écart, deuxième contre le 19e, est-ce la bonne lecture pour présenter cette rencontre? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Non, Guillaume Dufy, c'est pas fondamentalement la bonne lecture, c'est la bonne lecture pour Gilles Favard. J'aime bien quand vous répondez oui à mes questions, Gilles, vous avez la main, vous avez 30 secondes. Bah oui, c'est la bonne. Il y a une équipe qui joue la Ligue des Champions et l'autre qui joue la descente en Ligue 2 avec plus de 30 points ou 32 points d'écart. Je sais qu'on m'avait expliqué qu'avec Elsner, on allait voir ce qu'on allait voir, qu'Amiens allait tellement très bien jouer que je les vois, ils sont 19e. Et on avait des doutes sur la venue de Villas-Boas et le type, il a réussi merveilleusement bien. 11 matchs de la fin, je pense qu'il est largement favori pour terminer second. Je pense qu'il n'y a pas match entre les deux équipes, il n'y a pas match sur la saison, donc je ne vois pas pourquoi sur un match au Vélodrome, il y aurait match. Je ne vois pas en quoi Amiens va venir perturber la sérénité marseillaise. Non, Guillaume Dufy. Je vais reprendre la grande phrase de notre ami Johan Micou. Dans le football, tout évidemment est possible. Et puis on peut reprendre aussi les mots de Christophe Jallet, qui il y a quelques instants au micro de Pierre Niguet a expliqué que nos Amiénois étaient plutôt bons contre les gros. Et puis Marseille, sur ses 3 derniers matchs à domicile, a un peu galéré. Une victoire à l'arrache contre Toulouse, un nul contre Angers et une défaite 3-1 contre Nantes. Alors Marseille va bien à l'extérieur, au Vélodrome, c'est une autre histoire. Bravo. Enfin, commencer son duel à 10 secondes de la fin du chrono, c'est Guillaume Dufy, l'incroyable. Guillaume Dufy, s'il vous a convaincu, vous votez Guillaume. Si c'est Gilles qui vous a convaincu, vous votez Gilles Favard. Compte Twitter de l'équipe du soir, alors que vous regardez le classement, pouf pouf, la légende va apparaître et va voter. Soit Gilles, si il pense que le classement va compter ce soir, le deuxième contre le 19e, ou non, si c'est un match particulier, sans le classement. On a tellement... Tiens, notre ami Guillaume a dit, regardez les 3 derniers matchs. Les 3 derniers matchs. Donc, pourquoi un 4e match ne serait pas un enjeu quand même un petit peu ouvert, voilà. Normalement, bien sûr, j'ai pas le droit de jouer au loto, moi, parce que je suis dirigeant d'un club. Mais si je jouais au loto, bon,
si je voulais gagner beaucoup en mettant peu, je... Avec l'argent des autres, il jouerait Amiens. Avec le sien, il jouerait Marseille. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'analyse, elle est simple. De l'avis de Guillaume, que ce match est quand même ouvert. Non, mais je viens d'apprendre une chose, c'est que le 19e à 22 points, 11 matchs de la fin, est favori à Marseille, qui est le second à 55 points. Alors ça, vous ferez avaler ça à qui vous voudrez, mais pas à moi. Non, mais c'est pas la question d'être favori, mais rendez-vous dans la deuxième partie de l'équipe du soir. Vous attendez. Non, Sébastien, votre avis m'intéresse car vous n'avez pas forcément compris l'intérêt de cette question. J'ai pas compris la question. Vous voyez, j'étais gentil, je le disais pas. Mais j'espérais avoir de l'influence dans cette émission et qu'elle soit changée, mais non. Et non, mais je suis embêté pour l'Olympique de Marseille, moi, parce qu'effectivement, à domicile, de temps en temps, ils sont obligés de prendre le ballon. Et ça les embête beaucoup, l'Olympique de Marseille. Parce que André Villas-Boas, qui pourrait se lever sur la table, faire pipi, et on applaudirait. Oui. Le fait est. Eh ben oui, mais. J'ai déjà vu des gens faire ça, moi. Eh ben non, mais le fait est que ce garçon, qui a réussi une très belle saison, par ailleurs, a ce qu'on appelle la carte, et il bétonne, en fait. Quand il va à Angers, il bétonne. C'est l'Olympique de Marseille. Il va à Angers, il bétonne. Et il laisse le ballon à Angers. Mais là, contre Amiens, moi si j'étais Amiens pour le coup, alors là je leur laisserais la chic à l'Olympique de Marseille parce qu'ils savent pas quoi en faire. Donc dans ce championnat, Bob Tarry, si j'ai bien compris, le classement et la qualité de jeu, ça n'a rien à voir, c'est complètement déconnecté. Non, ouais, mais par contre, le match de ce soir peut avoir une incidence importante sur le classement. Parce que Marseille joue Amiens, Rennes reçoit Montpellier. Et Dijon reçoit Toulouse et Metz reçoit Nîmes. C'est-à-dire que si Amiens perd ce soir et que et les concurrents directs font l'écart et que Marseille gagne ce soir, peut aussi faire l'écart sur Rennes et Montpellier, et en sachant que Nice reçoit Monaco, le derby du Sud. Donc, alors mais moi je pense que Marseille encaisse beaucoup de buts. Sur les 3 derniers matchs, ils ont pris des buts. Par contre, je pense que la victoire. C'est vrai qu'Amiens, ils en prennent pas. Je pense qu'à Nîmes, la victoire. C'est vrai qu'Amiens, ils en prennent pas du tout. Non, mais je parle ils en prennent pas. C'est que je pense que la victoire à Nîmes de Marseille leur a fait du bien parce que après leur défaite contre Nantes. Bob, merci. Gilles, bravo. 51-49. C'est les plus courts qui sont les meilleurs. Faut rendre l'antenne, là, je pense. Vous vous sentez un peu pressé? Ouais, un tout petit peu. Habillage à l'américaine, musique qui fait peur, s'il vous plaît. Bon, les gars, on a assez parlé, on va mettre ça par écrit. Score final, OM Amiens. Guillaume Dufy, c'est à vous. 1-0 l'OM. Bob Tarry. 3-1. OM, hein. Pas d'embrouille, hein. Gilles Favard. 2-0 l'OM. Ok. Sébastien. 2-1 pour Amiens, mais avec l'argent de Guillaume. Ok. Guillaume. Un partout. Un partout. Tout à l'heure, c'est pétanque sur la chaîne Équipe. En effet, soirée pétanque, on se retrouve juste après pour le débat.